Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vivez votre meilleur mois d'octobre, même s'il fait un peu gris. De toute façon, c'est le concept de l'automne, il me semble. Avant tout, on voulait vous remercier de nous suivre et de regarder nos vidéos. C'est rien, mais mine de rien, ça fait super plaisir. Et ça nous aide beaucoup. Bon, vu que c'est la période d'Halloween et qu'on a envie de vous faire plaisir, et de vous faire peur aussi, on vous a préparé une pépite. On vous a préparé une suite d'histoires concernant les pires tueurs en série que le monde ait pu connaître. Rien que ça. Pour cette vidéo d'aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire d'un tueur en série vraiment spécial. Mais avant tout, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous souffrez de coulrophobie? J'attends la réponse. Elle ne vient pas? Peut-être qu'après cette histoire, vous n'aimerez plus du tout nos amis les clowns. Connaissez-vous John Wayne Gacy Jr. par hasard? De nom peut-être pas, mais il faut savoir qu'il a inspiré énormément de scénaristes et d'auteurs. John est né en mars 1942 à Chicago dans la petite ville de Joliet et il a une grande et une petite sœur. Ses parents sont ouvriers, son père est d'origine polonaise et sa mère danoise. Quand il était enfant, John Wayne Gacy n'était pas un enfant très solide. Il était en surpoids et tombait souvent malade. En plus de ça, son père aimait bien l'insulter lorsqu'il était alcoolisé. Il le traitait souvent de tapette, de p*** et d'autres insultes de ce genre. Très sympa quoi. À l'âge de 9 ans, leur voisin qui était un bon ami de ses parents et qui venait du coup souvent chez John, le maltraite et abuse de lui. Le petit John ne dit rien à personne, ayant peur de la réaction de son père. Après son adolescence à 17 ans, il décide de quitter son lycée et s'en va pour Las Vegas où il va se trouver le job de ses rêves et faire énormément d'argent très rapidement. C'est faux, il devient concierge dans un salon funéraire. C'est là que son goût pour les cadavres commence. D'ailleurs, en ce temps-là, c'est loin d'être le Las Vegas qu'on connaît aujourd'hui. Tout est assez chaotique. Très vite, il se fait licencier, son patron n'aimant pas trop le fait qu'il se fasse plaisir avec les corps. John prend la porte, il se retrouve alors sans emploi. Il retourne à Chicago et reprend alors ses études de commerce. En 1963, il termine sa formation et obtient son diplôme. Par ailleurs, il s'implique également dans diverses organisations, comme le Conseil catholique d'Interclub, le Fédéral Civil Défense de l'Illinois et de Chicago, d'une société encourageant la prière, et pour finir, les JCs, qui est une organisation pour jeunes aidant au développement de soi. Et en même temps, en plus de toutes ces activités, il devient gérant d'un magasin de vêtements pour hommes, où il n'employait bien sûr que des garçons adolescents. Étant beau parleur, sans dire manipulateur, il n'a aucun mal à gérer toutes ses activités et organismes. Il finit par se marier l'année d'après avec une collègue de son magasin. Le père de la mariée, connaissant ses ambitions, lui propose même de reprendre une franchise de fast-food qu'il détenait, le célèbre KFC à Waterloo dans l'Iowa. John accepta la proposition et se retrouva ainsi à la tête d'un établissement de fast-food. Dès son arrivée, il vire les anciens employés et embauche bien évidemment que des jeunes hommes, dont la plupart étaient mineurs. Notre cher John vit sa meilleure vie. Il fonde une famille et a alors un garçon. Il aura aussi une fille qui naîtra peu après. Tout va bien pour John et vous pouvez croire que ça va continuer. Sauf que pas du tout. Il avait créé une sorte de club privé dans son sous-sol où il invitait ses jeunes employés à jouer au billard et à boire de l'alcool dès que sa femme et son fils, sa fille étant née après, n'étaient pas à la maison. Sympa me direz-vous. Pas tant que ça. Il les forçait à avoir des relations privées avec lui lorsque ceux-ci perdaient au jeu. Il les intimidait et parvenait même à les convaincre qu'il menait une expérience sur les comportements sexuels. Durant l'été 1967, il invita un très jeune employé de 16 ans dans son sous-sol pendant que sa femme était à l'hôpital pour donner naissance à leur deuxième enfant. John saoula le jeune homme et arriva à le convaincre de se laisser menotter. Il voulut l'abuser, mais le jeune se débattit de toutes ses forces. John, fou de rage qu'on lui résiste, l'étrangla et faillit le tuer. Le jeune homme s'évanouit quelques instants et quand il reprit conscience, John le ramena chez lui après s'être excusé. Le jeune homme, honteux de s'être laissé berner, n'en dira jamais rien à personne. Mais John ne s'arrêta pas là. Il agressa plusieurs de ses jeunes employés, tous entre 15 et 17 ans. Pendant plusieurs mois, il les obligea à se soumettre. Un jour, il licencia l'un d'eux et celui-ci alla alors porter plainte pour toutes les agressions qu'il avait subies. John se défendit en prétextant que le garçon voulait juste se venger de s'être fait virer. La police le crut et l'affaire n'alla pas plus loin. Ironie du sort, dans la même année, John devint vice-président des JCs et fut nommé homme de l'année. Rien que ça. Par la suite, l'une des jeunes victimes de John, un certain Donald Voorhees, ne pouvant plus assumer les agressions à répétition, raconta tout à ses parents. Ceux-ci l'ont alors cru, heureusement, et allèrent directement porter plainte auprès des autorités. Des rumeurs commençaient déjà d'ailleurs à se répandre concernant les orientations de John. Certains membres des JCs l'ayant souvent vu accompagné d'adolescents le soupçonnaient d'avoir des relations avec des mineurs. En sachant ça, les policiers commencèrent à enquêter sur John et ses employés. En juin 1968, à tout juste 25 ans, il fut accusé d'agression sexuelle envers ses jeunes employés et fut alors arrêté. Il clama bien sûr son innocence tout au long de son procès, déclarant que c'était un complot contre lui. Beaucoup de ses amis ont cru à cette version ainsi que les jurys et le jugement a finalement été mis en délibéré.
Suite à cela, la femme de John demanda le divorce et réussit à l'obtenir ainsi que la garde complète des enfants. Ne voulant pas laisser passer cet affront, en septembre de cette même année, il paya un jeune homme de 18 ans pour tabasser le jeune Donald. Lors de l'agression, celui-ci se défendit et réussit par miracle à fuir son agresseur. Il ira porter plainte dès le lendemain, le jeune agresseur fut arrêté et condamné par la suite. Bien sûr, il expliqua que John l'avait engagé pour tuer Donald. Un juge ordonna à John de subir une évaluation psychiatrique. On le reconnut alors comme étant un sociopathe. John Wayne Gacy plaida coupable pour les agressions sur Donald et fut alors condamné à 10 ans de prison. Il se comporta comme un prisonnier modèle, travailla comme cuisinier et fut apprécié du personnel de prison à tel point qu'on l'autorisa à subir une nouvelle évaluation psychiatrique. Le premier psychiatre de la prison affirma qu'il avait une simple personnalité passive-agressive et qu'il y avait de très faibles chances qu'il agresse de nouveau. Le second psychiatre, au contraire, affirma que John était un prédateur, un menteur manipulateur et qu'il recommencerait ses crimes dès sa sortie de prison. Et à votre avis, quel psychiatre fut écouté? Eh ben le premier, bien évidemment. Ainsi, après seulement 21 mois de prison, Gacy fut libéré en octobre 1970. Il retourna à Chicago s'occuper de sa mère malade, son père étant décédé l'année d'avant. En 1972, John se remaria avec une femme divorcée qui avait 2 fillettes. Vous pensez qu'il a fini par se ranger et qu'il a une vie tout à fait normale? Pas du tout, et au contraire même. Il tua pour la première fois en janvier 1972 un jeune homme dénommé Timothy McCoy qu'il rencontrera à la gare de sa ville. Il le ramena chez lui comme d'habitude quand sa femme n'était pas là et voulut l'agresser. Timothy ne se laissa pas faire et John en a eu assez qu'il se défende. Il le tua alors à coups de couteau. Il jeta ensuite le corps du jeune homme dans son vide sanitaire puis le recouvrit avec du béton. Comme ça, ni vu ni connu. Après ça, il tue une seconde fois en 1974. Sa victime était un adolescent. Et non, ses victimes n'ont toujours pas changé. Le garçon est également mort par strangulation. Il a d'abord été caché dans le placard de John, puis a plus tard été enterré dans son jardin. Par la suite, John devient son propre patron dans une agence de peinture, décoration et rénovation. Il n'employa bien sûr à nouveau que des adolescents. Ses amis lui demandèrent pourquoi il n'employait pas des adultes avec de l'expérience. John prétexta que comme ça, la main-d'œuvre lui revenait moins chère. Un jour, lors d'un événement, John et ses employés se portèrent volontaires pour faire du bénévolat dans leur ville. C'est à ce moment-là que John Wayne porta son costume de clown pour la première fois, lors de cette occasion. Un autre fait marquant est que John aimait beaucoup l'argent, tellement qu'il décidait parfois de ne pas payer ses employés. Un soir, l'un d'eux, s'appelant Johnny, est alors venu chez Gacy pour récupérer sa paye. Une altercation entre eux a alors eu lieu. Le jeune homme, s'apercevant qu'il ne récupérerait pas son argent, décida de partir, ne voulant pas plus d'ennuis. Or, encore sous adrénaline, John décida lui aussi de sortir se calmer les nerfs. C'est alors qu'il retrouva Johnny qui marchait seul dehors. John opta alors pour la stratégie de s'excuser du comportement qu'il avait eu et lui proposa de venir chez lui boire un verre et reparler de tout ça au calme. Ainsi, John Wayne Gacy et Johnny se retrouvèrent seuls chez John. John lui montra les menottes qu'il utilisait pour faire des tours de magie quand il se déguisait en Pogo le clown. Il lui demanda s'il voulait lui faire une petite démonstration. Johnny accepta et se retrouva du coup menotté. À ce moment, John lui sauta dessus, l'a injurié, abusé, puis l'a finalement étranglé. Au lendemain matin, il jeta son corps sans vie dans le vide sanitaire. Rapidement, sa relation avec son épouse se détériore. Elle trouvait dans la maison des magazines où posaient des garçons nus ainsi que des vêtements d'adolescents. Elle demandera par la suite le divorce en 1976. C'est à ce moment-là que John partit complètement en vrille et sombra totalement à ses pulsions meurtrières. Il viola, étrangla et enterra dans son vide sanitaire des dizaines et des dizaines de jeunes hommes. Le procédé était le même, à chaque fois il les emmenait dans sa maison en leur faisant croire tout ce qu'il voulait. Il leur montrait le tour de magie du joyeux clown Pogo, leur mettait les menottes, puis les torturait jusqu'à ce qu'il les étrangle et les enterre. Il tua ainsi une trentaine de jeunes hommes et les empilèrent dans le vide sanitaire qui débordait au fur et à mesure de cadavres. Il mettait de la chaux pour couvrir l'odeur, mais ça ne suffisait plus. L'odeur devenait de plus en plus insoutenable. En 1978, il fut enfin arrêté par la police. Ils étaient remontés à lui car il avait emmené un jeune homme dans sa voiture devant des témoins, et quand la famille du jeune homme a commencé à placarder sa photo dans la rue, les gens ont alors prévenu la police affirmant qu'ils avaient vu l'homme d'affaires John Wayne Gacy avec celui-ci. Une perquisition a alors eu lieu chez John et celui-ci fut emmené au commissariat. Les policiers trouvèrent divers objets pouvant l'inculper, comme des permis de conduire des jeunes disparus, les menottes du fameux costume de clown, divers jouets pour adultes, un tapis où du sang était visible, etc. Malheureusement, ces indices ne suffirent pas à inculper John, et celui-ci sera relâché. Néanmoins, la police le met tout de même sous haute surveillance jour et nuit. Quelques mois plus tard, John fut à nouveau arrêté, cette fois-ci pour détention de drogue, et une perquisition plus poussée fut alors permise chez lui. Lors des recherches, les policiers enlevèrent le tapis où se trouvait la mare de sang séché et découvrirent une trappe. Ils l'ouvrirent pour découvrir un vide sanitaire à l'aspect noirâtre et puant. Ils pensèrent qu'il s'agissait juste de relents d'égout.
Or, en allumant la pièce, ils virent alors les os des jeunes hommes ainsi que de la bouillasse humaine grouillant de verre. Ils creusèrent également dans son jardin et retrouvèrent les restes en décomposition d'autres adolescents. John fut alors enfin arrêté et il déclara lui-même avoir commis plus de 30 viols et meurtres. Il fut incarcéré à la prison du comté de Cook en 1979. Des psychiatres l'examinèrent, c'est alors que John leur dira que tous ces meurtres étaient l'œuvre de son alter ego malfaisant nommé Jack. Pendant tout son procès, il déclara qu'il était fou et qu'il n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Après 5 semaines de procès et plusieurs témoignages des victimes, mais aussi des familles et voisins de John, celui-ci fut enfin condamné à la peine capitale. Étant dans le couloir de la mort, on peut penser qu'il se ferait huer et détester de tous et que tout le monde attendrait son exécution avec impatience. Or, pas du tout. Il reçoit en prison des dizaines de lettres, principalement de femmes, mais aussi de nombreuses visites de diverses personnes voulant en savoir plus sur lui et comment il était arrivé à tuer 33 personnes avant de se faire arrêter. Il réussit même en 1986 à se marier avec une femme qui lui écrivait et lui rendait souvent visite. Il vécut en prison pendant 14 ans à peindre des portraits de clowns avant de se faire exécuter par injection létale en mai 1994. Après sa mort, ses portraits ont été vendus à des milliers de dollars. Mais elles seront toutes brûlées par l'acheteur peu après, suite à réclamations faites par les familles des victimes. Et c'est comme ça que se termine cette terrible histoire. Je vous ai raconté les grandes lignes de la vie de ce psychopathe, sans vous donner les moindres petits détails non plus, car sinon l'histoire aurait duré des heures. Mais perso, je trouve complètement dingue que lorsqu'il est condamné à la peine de mort, les gens s'intéressent à lui et le voient comme un héros ou une star. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous le trouvez charismatique ou pas du tout. Pour le moment, on va s'arrêter là. J'espère que l'histoire de Pogo le clone vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et partager la vidéo. Ça nous donne énormément de force, mine de rien. On se retrouve pour une nouvelle histoire très bientôt. D'ici là, n'oubliez pas, gardez la pêche et surtout, ne suivez pas des messieurs chelous, surtout s'ils veulent vous menotter après. Ciao, ciao. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going